J'interviens ici essentiellement au titre du consortium YGRETA, donc un consortium qui regroupe les 30 académies de France qui proposent de la formation continue à destination de stagiaires. Slide suivante, je vous prie. On va passer assez vite sur l'introduction, merci beaucoup. Pour en arriver rapidement au vif du sujet, donc ce consortium YGRETA, il s'organise essentiellement autour d'une plateforme qui nous sert de dénominateur commun. Cette plateforme s'appelle YGRETA et nous sommes actuellement en train de commencer le déploiement de la nouvelle version d'YGRETA Claroline, ce qui nous amène à nous poser toute une série de nouvelles questions, notamment autour de l'exploitation des données en contexte numérique d'apprentissage. Donc j'ai évoqué rapidement la nature du projet GTRAS. D'une part, nous permettre au niveau de la formation continue académique nationale de développer en fait de nouvelles compétences au niveau de ce que nous définissons comme data science éducative, qui vont se situer à l'articulation de l'analytique de l'apprentissage et de l'exploration des données éducatives. Baser en fait cette nouvelle démarche, cette nouvelle intention disciplinaire sur une exploitation de données qui va s'appliquer en fait à des formations en ligne, des SPOC qui sont déployés depuis septembre pour permettre aux correspondants du consortium YGRETA de s'acculturer et de se former à cette nouvelle plateforme YGRETA Claroline. Et puis notre objectif en bout de chaîne, il est de co-construire en fait un cahier des charges qui va permettre de proposer des tableaux de bord qui vont permettre à l'ensemble des acteurs de la chaîne pédagogique sur YGRETA Claroline, que ce soit les stagiaires ou les formateurs, de pouvoir visualiser finalement la restitution de données utiles pédagogiquement ou poursuivre l'apprentissage des stagiaires ou pour pouvoir s'auto-positionner dans son propre apprentissage. Nous avons fait le choix sur 2017-2018 de nous atteler à la détermination d'une culture commune en fait sur l'utilisation de la trace en contexte pédagogique, ce qui nous a amené à déterminer une problématique de recherche, qu'est-ce qui fait trace avec YGRETA Claroline, et de la subdiviser en plusieurs questions de recherche, et notamment la question qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, et donc celle qui est surlignée en bleu. Quelle éthique native, éthique by design, pour l'exploitation et le suivi pédagogique des traces avec YGRETA Claroline? C'est le chantier sur lequel nous travaillons actuellement au niveau du groupe GTRAS. Alors quelques points de précision pour spécifier ce dont nous parlons. Qu'est-ce que l'éthique au bout du compte? Alors l'éthique, c'est une discipline scientifique. Donc quand on s'insère dans une logique éthique, on s'insère bien dans une logique qui est scientifique et qui n'est pas émotionnelle ou instinctive. C'est une discipline qui est une science de la morale et qui va effectivement reposer d'une part sur le respect de soi, d'autre part sur le respect des autres et enfin sur le respect de tout ce qui nous entoure. Alors c'est vrai que l'éthique, c'est une discipline qui est particulièrement dynamique dans les pays anglo-saxons pour résumer, puisque c'est une discipline extrêmement étendue et complexe, on peut considérer qu'elle se déploie actuellement sur 3 champs, dont un seul va vraiment nous intéresser. Le premier, donc, c'est celui de l'éthique normative, qui est de nature prescriptive et qui indique de façon très explicite ce qui est bien, mal, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. La deuxième, en fait, est la métaéthique, qui va être plus conceptuelle, plus épistémologique, au niveau des concepts fondamentaux de l'éthique. Et puis, l'éthique qui nous intéresse et qui est peut-être la plus accessible, c'est l'éthique appliquée. L'idée étant que les principes généraux de l'éthique vont être appliqués à un ensemble particulier et de circonstances et de pratiques. Alors cette éthique appliquée, elle s'est particulièrement développée aux États-Unis à partir des années 60. Et le fait est que son apparition est simultanée en fait à l'émergence de plusieurs questions de nature morale ou sociale qui ont été posées par le développement scientifique et technologique ainsi que par les nouvelles pratiques professionnelles. Je pense notamment au domaine de la santé, mais pas que. Le fait est qu'avec les développements technologiques actuels dont on traite depuis hier, il y a bien évidemment de nouveaux périmètres à investir pour l'éthique. Et dans l'autre sens, on peut considérer qu'il est nécessaire du coup pour les praticiens pédagogues d'investir ce champ, quand bien même ils ne sont pas ancrés dans cette discipline philosophique. Et c'est vrai que l'éthique appliquée, on en reparlera dans quelques minutes, elle va s'exercer principalement au sein de comités d'éthique, mais pas que, parce que le comité d'éthique, il a un poids décisionnel, c'est à lui qu'on va s'adresser pour finalement valider des demandes d'investigation qui posent problème sur le plan éthique, mais la question éthique concerne, j'ai envie de dire, l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles de traiter des données. Et elle peut servir de point de départ. Alors, nous, au niveau du groupe GTRAS, on n'en est pas là un code de
déontologie, il faudrait que ce soit vraiment professionnel. Il faudrait que les acteurs de la formation au sens large arrivent à établir un consensus qui aboutirait effectivement, ce serait idéal, hein, à un code de déontologie partagé. Donc un ensemble de droits et de devoirs qui régirait notre action et notre profession. Voilà, alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais ce que je voulais vous proposer justement, c'est qu'on ait une réflexion un peu collective sur ce sujet. Et plutôt que demander à nos intervenants de faire donc une présentation in extenso, c'est de vous donner la parole et qu'on se mette dans cette position d'un comité éthique et qu'on imagine les grands points de ce que pourrait être le code de déontologie dans l'utilisation des data learnings. Ce que je propose, c'est peut-être de reprendre les points qu'on a vus ensemble. Alors, il y en a certainement d'autres. Et puis après, on va demander à Victoria, justement, de nous faire une conclusion par rapport aux travaux qu'elle mène actuellement et de nous faire un petit état des lieux sur, justement, ses réflexions propres et puis peut-être aussi quelques réflexions de labo, de recherche. Alors, donc, ce qu'on a dit, c'est que le premier temps, il fallait vérifier le cadre réglementaire de l'utilisation de ces datas, du stockage et du recueil de ces datas. Il y a un cadre réglementaire qui est renforcé aujourd'hui avec la dernière directive européenne, celle qui va être applicable à partir de mai, je crois, 2018. Il y a le problème de la diffusion par rapport au contrôle. On a parlé de la directe et qu'est-ce qu'on transmettait donc aux contrôleurs au niveau de ces datas. Donc il y avait des limites certainement et des bornes à mettre en place pour pouvoir. C'est pas parce qu'on a affaire à un contrôleur qu'il faut tout donner. D'ailleurs, il y a certainement, je pense, un cadre juridique. S'il n'existe pas, il faut s'en préoccuper. Il y a le stockage de ces données, donc avec les nouveaux outils type XAPI, enfin les nouvelles standards XAPI, et l'utilisation de ces traces, puisque XAPI permet de tout tracer, mais jusqu'à quel niveau justement on conserve ces données, et si on les conserve, comment on les sécurise. Il y a un point sur l'information à donner donc à l'utilisateur. Hein, comment on l'informe qu'on va donc recueillir des données sur lui et qu'on va les conserver. Il y a la diffusion justement de ces données toujours à l'utilisateur, sous quelle forme on lui restitue, parce qu'il a son droit d'accès aux données, mais sous quelle forme on lui restitue. Est-ce qu'on lui restitue de manière brute ou de manière personnalisée et utile pour lui, par exemple sur la présentation de son profil de compétences ou autre. Qu'est-ce qu'on a noté encore? On a noté l'anonymisation des données. Est-ce qu'on recueille des données nominatives ou des données anonymes et de ce fait, est-ce qu'on a les mêmes règles dans les deux cas? On l'a peut-être déjà dit, mais la pertinence des données conservées et traitées, voilà, quelle est la pertinence de ces données? Le droit d'accès, donc la forme de transmission, je l'ai dit, et enfin, on a parlé de la commercialisation des datas. Quelles limites on se donne sur l'utilisation de ces datas et surtout leur commercialisation? Est-ce qu'on s'autorise à commercialiser ces données ou pas? Il nous faut ne pas perdre de vue qu'en manipulant des données issues de l'apprentissage en contexte numérique, nous manipulons du vivant, nous manipulons de l'humain. Ceci n'est absolument pas anodin et s'inscrit dans un continuum historique qui nous amène à aujourd'hui. Il faut savoir que les premiers principes fondamentaux de la recherche éthique sont issus du code dit de Nuremberg, qui venait en fait circonscrire le jugement des médecins nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le code de Nuremberg est identifié comme le premier manifeste de recherche éthique et en fait il a permis d'aboutir à une liste de plusieurs points concernant l'expérimentation des êtres humains, plusieurs points qui sont résumés sur cette diapositive. Donc les principes de base à respecter sur toute démarche de traitement de l'humain ou de facettes de l'humain au travers des données qu'il génère de nos jours sont les suivants.
Tout d'abord, inviter un être humain, un stagiaire, un apprenant à participer à une démarche de recherche pour mieux appréhender finalement sa façon d'apprendre ou les modèles d'apprentissage, nécessite une participation volontaire, ce qui induit bien ce consentement qu'on a évoqué tout à l'heure. Un consentement qui doit être éclairé, donc extrêmement bien documenté, pour reprendre la pertinente remarque qui a été faite tout à l'heure. Si ce sont des mineurs, il faut que cette information soit très bien documentée au niveau de leurs représentants. Par ailleurs, sur le plan sociétal, il convient que les résultats expérimentaux attendus participent bien d'un intérêt général de la société. Donc on assume quand même une démarche progressiste à l'égard de ces intentions. Bien sûr, on ne doit absolument pas mettre les participants dans des situations où ils risquent de subir des préjudices de quelque nature qu'ils soient. Alors physique, dans notre contexte, c'est peu probable, psychologique, beaucoup moins. Donc on doit être extrêmement vigilant en engageant une proposition de participation à une recherche qui reposerait sur l'exploitation des données, des traces en contexte technopédagogique. Par ailleurs, bien sûr, la protection de la vie privée et la confidentialité des renseignements fournis est essentielle, ce qui est le point sur lequel nous a alarmé notre collègue concernant le fait qu'elle a dû délivrer un ensemble de données non critériées, non protégées. Et puis, on doit pouvoir se retirer, quand on veut, comme on veut, d'un protocole de recherche, quand bien même on a dit « ok, on s'engage ». On a le droit de se désengager. Deux exemples de recherches absolument inéthiques qui nous sont connus, mais qu'il est bon de rappeler. La première, c'est l'expérience de 2000 grammes. Vous la connaissez sans doute. Donc une expérience qui consistait à simuler en fait la mise en situation du déclenchement en fait de choc électrique à destination d'un parfait inconnu. Et puis l'expérience dite de Stanford qui simulait en fait une réalité carcérale et où les expérimentateurs ont été complètement débordés finalement par les impacts et les résultats de leur expérimentation, dont les protocoles de toute façon ont été jugés invalides a posteriori. Au moins ça a permis de poser des limites. Alors nous, au niveau du groupe GETRAS, on mobilise plusieurs cadres, plusieurs travaux. On l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de code de déontologie, on est sur un champ qui est quand même encore diffus. Pour autant, il commence quand même à se préciser certains cadres d'usage qu'on peut mobiliser, notamment la charte éthique de Hubble. Donc Hubble, c'est un projet scientifique financé par une ANR qui réunit plusieurs universités et centres de recherche français. C'est un projet, en 2017, je crois que ça a commencé il y a 2-3 ans, il me semble que c'est un projet sur 4 ans, dont l'objectif est d'une part de constituer des sets de données, notamment au travers des MOOC ou de divers projets académiques à travers la France, et puis de poser d'une part des protocoles techniques d'exploitation des traces, et puis également en fait, un protocole éthique d'utilisation de ces traces. Alors on est ici sur un champ de recherche, ce qui est un petit peu différent de notre champ à nous pour la plupart, qui est un champ de praticien en fait, un champ pragmatique. Mais il y a quand même des dénominateurs communs. Je vous invite à consulter cette charte qui comporte certains points assez intéressants. Les points que je voudrais souligner avec vous sont d'une part, pour la charte éthique Hubble, l'absolue nécessité de constituer un comité éthique. C'est-à-dire qu'en point de départ, on a une équipe qui se dit tiens, si on analyse les données sur une idée de recherche, il faut qu'il y ait quand même qu'on sache ce qu'on veut trouver, qu'on cadre sa recherche avant d'explorer les données, toujours. Ça, c'est une démarche de recherche scientifique. Et une fois qu'on a posé son intention de recherche, il convient de se doter d'un comité d'éthique neutre, auprès duquel on va soumettre sa demande, donc dans une démarche protocolaire à construire. Donc nous, on l'a pas encore fait en fait. Il faut qu'on identifie notre comité d'éthique. On peut pas être juge et partie en même temps. Donc ou on le prend dans l'équipe GETRAS et du coup on a une ou deux personnes qui se retirent des projets d'analyse et qui passent en mode éthique, ou on passe sur l'échelle consortium ou sur auprès d'autres collègues et on voit si on a deux personnes qui sont intéressées à jouer ce rôle. Mais voilà. Même si on est tenté, on ne peut pas être juge et partie en même temps sur ce type de démarche.
Par ailleurs, bien évidemment, il faut un cadre important de protection des données, de diffusion de celles-ci, une documentation absolue pour informer au plus juste l'ensemble des parties prenantes. Et ce consentement, en fait, il faut qu'il soit obtenu au travers d'un formulaire de consentement. Donc là aussi, j'espère que vous récupérez l'ensemble des présentations à l'issue de cette intervention, puisque je vous ai mis pas mal de liens, et notamment un lien vers le formulaire de consentement d'une université ouverte australienne qui est remarquable, je trouve, sur son traitement des Learning Analytics, c'est CSU. Donc CSU, il propose d'une part un formulaire en ligne qui liste certains points qui globalement vont consister à dire je sais ce que sont les Learning Analytics, je suis d'accord pour leur usage dans le cadre du suivi de mon apprentissage et j'accepte que des traitements de données soient faits à cette fin, sans qu'ils me soient forcément décrits au préalable. Et vous le verrez sur le site de CSU, en fait, ils ont construit tout un arc informationnel où ils expliquent ce qu'est l'analytique de l'apprentissage, dans quel réseau scientifique ils s'inscrivent, quels sont le type de données qu'ils utilisent, pourquoi ils comptent le faire, quelle est la charte éthique qui va avec et le formulaire de consentement associé. J'ai pas encore vu mieux, ça existe peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas vu. Voilà la checklist qu'on évoquait tout à l'heure, sur laquelle on va presque conclure, parce que j'ai un point supplémentaire que je voudrais aborder avec vous. Alors si on regarde ces 8 points, je pense qu'on va retrouver quand même une grande partie de ce que vous avez instinctivement énoncé. Tout d'abord, utiliser l'analytique de l'apprentissage ne doit se faire que dans un cadre où les objectifs ont été clairement identifiés, pas parce que ce serait genre le buzzword du moment ou parce qu'il faudrait en faire. Il faut qu'il y ait un objectif précis à l'échelle pédagogique, voire à l'échelle de la stratégie de l'établissement au sein duquel on opère. Bien sûr, on l'a largement dit et il faut le redire, il faut documenter sans restriction le pourquoi de la collecte des données et l'utilisation qui est susceptible d'en être faite. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'un cadrage éthique n'est pas un cadrage juridique. Ok, il englobe une dynamique juridique, notamment voilà, la mise en place du RGDP ou d'autres problématiques de cette nature, qui seront plutôt portées en fait par un CIL, un correspondant informatique et liberté, qui sera idéalement présent dans les structures pour couvrir ce champ, notamment en adéquation avec les demandes de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, caractéristique de notre paysage juridique et salutaire et importante. Donc il faut expliquer voilà, quels sont les cadres juridiques qu'on mobilise. Je vous rappelle qu'on a des problématiques territoriales. Alors quand on héberge ses propres données ou qu'on sait où est son hébergeur, qu'il est sur le sol européen, tout va bien. Si on a des systèmes disséminés où on héberge un peu partout, ou alors on a un data center mais en fait derrière qui réplique un peu partout, du coup c'est la couverture juridique de l'ensemble de ces territoires qui va s'appliquer. Donc il faut qu'elle soit identifiée et spécifiée. Par ailleurs, il ne faut pas autant que possible éviter d'être sur un schéma descendant. Donc, il convient d'impliquer toutes les parties prenantes. Et c'est là où l'exemple de CSU que je vous évoquais, il est exemplaire par justement son souci de documenter tous les acteurs. Derrière, il y a un bloc de recherche. Enfin, vous verrez que c'est vraiment un dispositif informationnel très, très ouvert. Bien sûr, il faut obtenir le consentement au moyen de questions claires. On y reviendra dans quelques secondes. Je voudrais vous faire une précision sur ce point pour conclure. Il faut, on le sait, autant que possible désidentifier les individus. Merci beaucoup de nous avoir fait part de la procédure que vous avez utilisée pour ça. On reviendra vers vous au niveau du projet GTRAS parce que je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ce que vous avez déjà testé. Et puis, évidemment, vous l'avez évoqué, les aspects techniques, qui a accès aux données, comment, pourquoi, à quel titre. Là aussi, l'exemple de Sam, il est modélisant. Et puis, pour finir, donc, si on fait appel à des prestataires extérieurs, ce qui était là aussi votre cas de figure, s'assurer qu'ils fournissent des normes de protection des données les plus élevées. Alors, je voudrais finir cette intervention sur un point un peu, qu'on n'a pas, nous, vraiment complètement traité au niveau du groupe GTRAS, mais peut-être qui vous interpelle. On pourrait se dire, mais bon sang, est-ce qu'il faut un consentement pour traiter toutes les données en contexte technopédagogique ?
Même si on est sur un cadrage éthique, c'est vrai que ça peut être assez compliqué, parce que chaque fois qu'on analyse un log ou sur un LMS type Moodle ou YCloreLine, un suivi d'activité basique, il faut un consentement du stagiaire au préalable. Ça, c'est un point qui, à titre personnel, qui m'a beaucoup interrogé pour pouvoir nourrir la réflexion du groupe. Et donc, le retour que je peux vous faire à cet égard, c'est une proposition d'un spécialiste des learning analytics qui s'appelle Drachler et qui évoque une position qui est dite hybride. Si vous récoltez des données à des fins d'application sur votre interaction avec un apprenant, typiquement à des fins tutorales par exemple, là il faut un consentement. On rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut que le stagiaire dise « ok, je suis d'accord » pour que dans le cadre de mon apprentissage, des données soient récoltées pour optimiser mes chances de réussite et la qualité de mon expérience d'apprentissage. À l'inverse, si votre démarche de récolte des données elle est de nature systémique, est-ce que ça marche bien, est-ce que j'ai bien des accès réguliers à mon cours, mais qu'il n'y a pas de logique finalement individuelle en termes d'interaction, ce n'est pas nécessaire. Alors on en a parlé un petit peu tous les trois avant l'atelier. C'est une situation, je pense, une proposition de compromis qui répond au réel, c'est-à-dire que concrètement pour le moment, on ne demande pas le consentement de façon native en fait à nos stagiaires ou à nos apprenants. On commence à peine à se dire, tiens, dans certains cas de figure, il faudrait peut-être le faire. Des cas de figure qui sont souvent rattachés à la recherche. Donc ce que fait CSU est intéressant et je pense que nous, on va peut-être aller vers cette direction, c'est de systématiser. Dès qu'on rentre sur un cours sur la plateforme, en fait, il y a le formulaire qui s'affiche, il y a un opt-in, et puis comme ça, en fait, après, c'est couvert. La question qui m'interroge, c'est si la personne ne veut pas faire opt-in, est-ce qu'on peut quand même lui concéder le droit à l'espace? C'est une question ouverte, hein. C'est pour vous dire qu'on est vraiment en work in progress là-dessus au niveau de GTRAS. On n'a pas toutes les réponses, mais voilà, c'est une question aiguë qu'on se pose et que je voulais partager avec vous.